vais appeler tout de suite les intervenants de la première table ronde à me rejoindre. Pierre Madec, économiste à l'OFCE, spécialiste du logement, et notamment auteur du livre Les crises du logement, au PUF en 2018. Robin Rivaton, ça y est, je le vois, essayiste, cofondateur de Real Estate et l'association Real Estate, et puis auteur lui aussi d'un livre plus récent, La ville pour tous, aux éditions de l'Observatoire en 2019, et Jean-Philippe Ruggieri, directeur général du groupe Nexity depuis le mois de mai, depuis quelques mois, mais chez Nexity depuis très longtemps. On devait démarrer cette table ronde à 19h, il est 19h45, tout va bien. On va essayer de juste revenir en introduction par rapport à tout ce qui s'est dit. En un mot, vous avez des micros qui vous attendent. Est-ce que vous partagez en quelques mots les constats et les débuts de réponses et de solutions qui ont été apportés? Puis ensuite, on va essayer de regarder plus précisément les solutions que vous proposez. Mais d'abord, peut-être sur le constat. Jean-Philippe. Alors sur le constat, ce que disait Julien tout à l'heure, monsieur le ministre qui est toujours là, le sujet d'abord il est démographique. Avant de parler de nos problèmes à nous, de coûts de construction, de code de la construction, de code de l'urbanisme, c'est un sujet essentiel qui a été oublié et je crois qu'une partie de la solution est là-dedans. Le sujet est démographique. Effectivement, la natalité, le vieillissement de la population, la décohabitation, l'immigration qu'il faut souhaiter, c'est une chance. En tous les cas, je ne serai pas là ce soir pour en parler si ça n'avait pas été une chance pour mes grands-parents. Et tout ça fait que la démographie est explosive, et notamment dans les métropoles, parce qu'à tous ces sujets démographiques directs s'ajoute un phénomène important, la métropolisation. Donc sur le constat, et c'est une chance là aussi pour l'emploi, eh bien, je dirais que ce qu'on a appris en classe il y a très longtemps sur Paris et le désert français est un peu moins vrai. Il y a 8-10 villes qui émergent en France et je trouve que c'est extrêmement bien. Vous avez parlé de Lyon, mais Nantes, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Lille et j'oublie Montpellier au passage. J'espère que j'ai parlé de Toulouse et de Marseille. Toulouse quand même et Marseille bien sûr. On est du Sud, vous l'avez compris. Ça c'est une bonne chose. Mais ces agglomérations, elles absorbent la population par la création de l'emploi, parce qu'il y a l'éducation, il y a la culture aussi, les transports qui sont beaucoup plus faciles d'accès dans ces métropoles. Donc tout ça s'agglomère la vie dans la ville. Et sans aller trop vite aux solutions, bien sûr je partage les constats. Je crois que même depuis 30 ans ou 40 ans, je pense qu'on les partage tous. Je pense qu'il s'agit plutôt d'aller aux solutions. Donc je m'étais dit, pour une fois, je vais construire et ne pas aller directement à la solution, ou du moins à la proposition, et expliquer pourquoi je vais là, mais je crois qu'on n'aura pas beaucoup de temps, donc je le ferai dans la deuxième question. Merci beaucoup. Pierre Madec, Robin Rivaton. Juste sur le constat, et puis on arrive aux solutions. Non, sur le constat, il est partagé. Moi, j'ai tendance à souvent partager le constat de Xavier Timbaud, peut-être parce qu'on travaille ensemble, mais le fait est qu'il y avait plein de cartes intéressantes. Sur le constat qui a été posé par Julien de Normandie également, on reviendra peut-être plus tard sur comment on met au regard de ce constat les moyens qui sont avancés par la politique du gouvernement actuellement. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais la question de la territorialisation est évidemment essentielle. La question de la fiscalité, du patrimoine, des inégalités engendrées par les évolutions de prix est aussi essentielle. Et puis je crois qu'il y a une partie sur comment on fait pour mieux réguler, encadrer. On aura l'occasion pour le coup de discuter sur ces questions-là, parce que je pense qu'on n'est pas forcément tous d'accord, c'est ce qui est intéressant. Mais la question de la régulation sur un marché où on le voit, pour le coup le marché fait par endroit n'importe quoi, c'est aussi une question essentielle. Donc je pense que sur le constat, on est tous d'accord, on a peut-être des solutions qui, elles, divergent un peu. Robin, on a l'impression qu'il y a un échec patent de toutes les politiques du logement. Et ce n'est pas faire insulte ou offense à tous ceux qui se sont succédés au ministère du Logement. J'ai l'impression même que c'est un ministère de schizophrène, moi. C'est extrêmement compliqué parce qu'on parle d'ordres de grandeur qui sont au-delà du budget de l'État, évidemment, et avec des ressorts qui appartiennent là aussi que minoritairement au pouvoir de l'État. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et c'est donc très difficile à appréhender. On a fait une erreur, si on devait en signifier une quand même, et je pense qu'aujourd'hui la transformation la plus radicale c'est celle-ci, c'est qu'on a longtemps cru que la mobilité était infinie, et ça expliquait aussi une partie du mouvement en direction de la périurbanité, et en fait la réalité récente nous a montré
que ce mouvement de mobilité total infini n'existe clairement pas. Il y a d'une part des externalités négatives extrêmement importantes liées à un vrai prix du carbone, et d'autre part, il y a une congestion qui est apparue dans les villes et dans les métropoles françaises, mais de partout ailleurs, évidemment. Et donc, il y a ce mouvement de retour vers le centre qui est relativement puissant, et que la deuxième chimère qu'on a beaucoup mis dans les tête de beaucoup de gens, des dirigeants politiques, des urbanistes, des économistes, beaucoup de gens, parce qu'elle est séduisante et on a voulu la caresser. C'est l'idée qu'il pouvait y avoir une décentralisation liée aux technologies de la communication, et donc on allait pouvoir tous repeupler le territoire français. Et la réalité, bien évidemment, est fausse. Depuis l'avènement d'Internet, il y a maintenant un quart de siècle, on a eu ce phénomène extrêmement fort de concentration des actifs dans quelques zones. Et je pense que plus le numérique sera manipulable, et c'est ce qui nous attend dans les prochaines années, plus on aura envie de voir des gens en vrai et de faire des conférences chacun face à face. Donc je pense que malheureusement le mouvement est très, très puissant. Micro-parenthèse, nous sommes 4 hommes ce soir et c'est pas bien. Je propose qu'on attaque tout de suite les solutions et on va laisser ce débat sur la parité à un autre moment, mais bien vu, effectivement. On voit bien que la question, mais il faut rester pour la deuxième table ronde, là je pense qu'on est un peu plus équilibré. On a bien vu que c'était la question du logement abordable qui revient tout le temps. Je voudrais qu'on évoque 4 pistes. D'abord le choc d'offres. On nous a parlé d'un choc d'offres, ça a même été un slogan ministériel. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Tout le monde, en tout cas les promoteurs, estiment que c'est un échec, ce choc d'offres. Est-ce que le seuil de 500 000 logements neufs par an a encore cours ? Est-ce qu'il faut raisonner d'ailleurs à partir de 500 000 logements neufs par an ? Qui veut s'exprimer ? Peut-être Jean-Philippe. Alors d'abord, oui, il y avait une promesse qui était un choc d'offres, c'était plus de logements et moins cher. Plus d'offres et moins cher. Et on a moins d'offres et plus cher. Et en fait, ça s'explique très très bien. Il y a une erreur en fait fondamentale sur ce que vous êtes en train de dire. Excusez-moi, je vais peut-être perturber un peu l'auditoire, mais c'est pas la politique du logement le problème. Le problème de la politique du logement, justement, c'est de s'intéresser qu'à la politique du logement. Vous avez parlé de beaucoup de choses, du code de la construction. Vous avez parlé du prêt à 0%, du dispositif Pinel. On aurait pu parler de la TVA, la TVA 5,5 en zone en rue ou à 10% sur le logement intermédiaire, dans des sujets fiscaux. On ne parle que de ça. Si vous me remettez, et tout à l'heure, excusez-moi, M. Madec et M. Timbaud, et vous faites la même erreur dans votre présentation, si vous mettez des présentations en 2D, et c'est ça qui est le problème, c'est que toute la politique du logement, donc qui n'est pas le problème, revient depuis 40 ans dans un problème d'urbanisme. C'est un problème de code de l'urbanisme, ce n'est pas un problème de politique du logement. Pourquoi je dis vous les présentez en 2D ? Mais forcément, quand vous dites les riches au centre et les pauvres au nord-est de Paris, eh bien, je dirais que moi, j'aimerais plutôt une carte en 3D qui dirait qu'à l'intérieur de la ville, superposée, on est de manière inclusive et mixte des populations qui travaillent, qui réfléchissent, qui habitent, des infirmières qui vivent dans les mêmes endroits, et ce serait peut-être intelligent que ceux qui en ont besoin vivent pas loin de ceux qui fournissent le service. Il faut le faire en 3D. Pour le faire en 3D, c'est pas avec un urbanisme qui limite par la hauteur l'accueil des familles, ce serait quelque chose qui, au contraire, soit inversé. C'est que demain, on dise, c'est pas un maximum d'étages de hauteur qu'on fait dans les zones tendues, c'est un minimum d'étages et de hauteur. Parce que si, on ne peut pas se plaindre, on en parlait avec Xavier, et tous les deux on habite dans le centre de Paris, dans un arrondissement à un chiffre, merveilleux, mais moi j'ai envie de voir d'autres populations qu'un entre-soi, où forcément, à ce prix-là au mètre carré, ben on se rencontre tous, ça devient un village. Mais faites venir tout le monde. Et il y avait une très belle analyse de Jean Tirole, dans le journal du dimanche au mois de novembre dernier, au début du mouvement des Gilets jaunes. Vous savez, prof d'éco, Nobel d'économie. Moi, je l'ai eu en cours à Toulouse en 92. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Il n'est pas franchement à droite, vous voyez, pas hyper libéral non plus. Hein. Et il disait, mais forcément, qu'il y a une révolte. Hein. Comment voulez-vous, quand vous faites 1h15 de trajet le matin, 1h15 le soir, que le matin, il est blême, que le RER, il n'est pas facile, que vous arrivez fatigué au boulot, que vous ressortez fatigué le soir. Vous ne dites pas, tiens, chérie, ce serait sympa d'aller au théâtre ce soir, de faire un petit resto, parce que dans les pavillons de banlieue, moi j'ai habité à 15-20 km de Toulouse, un petit village qui s'appelle Cugnot, mais on s'emmerde en fait. On s'emmerde. Et forcément, pour accéder à la vie, il faut aller dans la ville. Et dans l'emploi, c'est pareil. Et on fait tous une bêtise de regarder toutes les cartographies en 2D.
Et moi j'ai envie, vous savez, vous avez vu Paris là-dessus. Vous n'avez pas envie de faire ça là, de faire revenir tout le monde près de la vie, près de la ville, près de l'éducation, de la culture. Julien l'a dit aussi, le logement c'est quelque chose qui protège, c'est une chance, l'environnement immédiat du logement. Il faut faire sauter le plafond de 37 mètres alors à Paris. Pardon ? Il faut faire sauter le plafond de 37 mètres. Mais il a été... Alors ça, il faut souligner et rendre hommage. Il a sauté ce plafond. On vient de remporter dans Paris, dans le 13e, à Brumeseau, un écoquartier dans lequel on fait du logement. Et dans ce logement, on fait un village vertical. Notez que je n'ai pas dit une tour. Un village vertical dans lequel on superpose résidence senior, résidence étudiant, logement libre, logement social, logement libre sur 52 étages, sur 150 mètres de haut. C'est possible ça dans un arrondissement, un chiffre ? Je suis désolé, hein, ou dans un arrondissement de bobos comme le mien. Je ne vais pas être démago parce que ce serait aller contre les solutions. Il y a une partie de ville-musée dans Paris qui attire des millions de touristes. Ces touristes, n'arrivant pas à se loger dans les hôtels de manière à des prix convenables, font du Airbnb qui repousse la population ailleurs. Donc il ne faut pas s'occuper de Paris et de dire dans le 8e arrondissement à faire des tours comme ça. Mais déjà dans Paris et dans la périphérie de Paris, là où il y a des transports, mais mon Dieu, il faut monter le plus possible pour accueillir le plus possible les ménages. Chaque mètre carré que vous ne faites pas dans ces endroits-là, c'est un choix de l'étalement urbain, du rejet à la fois intellectuel, social, économique et écologique aussi de toutes ces populations. Donc toutes les cartographies, aujourd'hui, elles devraient être construites en 3D. Et arrêtons de parler du Pinel, de Normandie également, du prêt à 0%. D'abord, je crois que le président de la République devrait décrire la vision de la France qu'il veut demain, ou dans 30 ans, ou dans 40 ans, et dire voilà, nous on veut vivre dans des métropoles, je ne veux pas qu'il n'y en ait qu'une seule comme Paris, je veux qu'il y en ait une quinzaine, effectivement, un deuxième ou un troisième Paris, ça a été bien dit, et dans ces villes-là, voilà comment on va accueillir la population, et de ça, on fera, avec le code de l'urbanisme, un départ on va faire des formes urbaines et pour accueillir le plus grand nombre. Et ensuite, on s'occupera de la TVA, du Pinel, du PTZ, de tout ça. Mais d'abord, c'est une conviction. Et puis, ensuite, sur est-ce qu'il faut libéraliser ou réguler ? Mais ça viendra après. Hein. On va en parler, on va en parler. Est-ce que juste ce choc d'offres, et j'aimerais bien avoir ça suffit ? Admettons qu'on y arrive. Admettons qu'on arrive à construire les 500 000 logements, les 600 000, peu importe, aux bons endroits. Est-ce que ça va suffire à faire baisser les prix ? Alors, juste un mot sur les cartes 3D, c'est un défi technique intéressant. On va essayer de s'y atteler. C'est pas facile, il faudrait les revenus par étage, par immeuble, tout ça, bon bref. Mais on va y travailler parce qu'on est d'accord sur le constat de la densification. Sur le choc d'offres, ce que dit la littérature économique, c'est en gros aujourd'hui vous produisez 350 000 logements supplémentaires, toutes choses égales par ailleurs, ça fait une baisse de prix compris entre 1 et 2%. Voilà. C'est ce que montrent les études comparatives, à la fois faites sur la France. Alors c'est pas local, il faut regarder ce qui se passe si on fait ça sur l'Île-de-France, tout ça, mais ce que disent les études économiques, c'est que le choc d'offres, ça marche pas. Enfin, il faut construire du logement abordable, oui. Comment Julien de Normandie en a parlé en partie, la place du logement social, la place du logement intermédiaire, tout ça, on y reviendra. Donc il faut construire du logement abordable et accessible. Après, c'est pas en construisant 500 000 logements, 1 million de logements demain qu'on va faire baisser les prix qui ont été multipliés par 3,5 depuis la fin des années 90. Donc c'est une réponse dans le sens, un choc d'offres de logements abordables, oui, un choc d'offres de logements tout court, sans parler de territorialisation, sans parler besoins et sans parler coût de sortie des logements, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça veut dire que la loi du marché, je suis basique moi, mais on m'a appris que l'offre et la demande, ça jouait sur le prix, ça marche plus ? Ça joue sur le prix, mais vous avez 35 millions de logements en France. Donc avec 35 millions de logements, la quantité de logements qu'il faudrait produire pour faire baisser significativement les prix, je sais pas, de 10% par exemple, faut produire 3,5 millions de logements. Enfin, vous voyez, on est sur des chiffres qui sont très importants. Je vais prendre l'autre micro. Alors, je suis absolument pas d'accord, parce que c'est tout le problème de la réflexion sur la politique du logement en France, c'est qu'elle est nationale, là où aujourd'hui elle a malheureusement éclaté, elle s'est fragmentée, comme vous l'avez très bien montré. Aujourd'hui, même en grande couronne de l'Île-de-France, on a malheureusement des zones entières qui sont en stagnation, voire déjà en régression de prix sur les 5 dernières années, avec des gens qui restent dans leur logement et donc qui ne matérialisent pas les moins-values latentes. Donc on a aujourd'hui une fragmentation de l'offre qui est énorme, et si sur la zone dense, dont on a vu les prix qui sont passés de 2 400 € en 97 au fameux aujourd'hui 10 000 €
€ en moyenne sur Paris. S'il y avait un choc d'offres sur Paris, il est évident que ça aurait un impact beaucoup plus conséquent que 1 à 2% sur les prix. C'est absolument logique. Et une partie de l'augmentation des prix aujourd'hui à Paris, elle est liée à deux choses. C'est qu'il y a beaucoup moins de fluidité sur le marché de l'ancien. On est passé de 50 000 ventes par an sur un stock de 1,4 million de logements à 30 000 ventes par an, 32 000. Et on est passé sur une production de logements neufs qui était aux alentours de 1500 à 2000 logements avec les grandes ZAC du 13e et ainsi de suite, à aujourd'hui une production de logements neufs qui est à 300. Et donc ces deux chiffres ont évidemment un impact sur les prix de l'immobilier dans la ville de Paris. Faire de la production, après, est-ce que c'est possible dans le strict ville de Paris? Ça nous pose la question que vous soulignez tout à l'heure, qui est une folie que Paris est aujourd'hui les frontières urbaines de 1860. C'est une folie furieuse et ça nous amène évidemment à ces problèmes de concentration des prix de l'immobilier avec des barrières purement virtuelles en franchissant le périph' ou pas. Et donc le sujet est de dire si on veut construire plus sur Paris, c'est évidemment au sein de l'aire urbaine, mais un choc d'offres et de production de logements qui ne serait-ce que répondent aux normes du PLU, ne serait-ce que répondre à la hauteur que construisait Haussmann quand l'aire urbaine faisait 2,4 millions d'habitants et non pas 12 millions comme aujourd'hui, c'est-à-dire 7 étages, parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de constructions qui n'atteignent même pas les 7 étages, on aurait déjà un choc d'offres et évidemment une baisse des prix. Je voudrais qu'on parle fiscalité. Et je vais laisser la parole d'abord à Jean-Philippe. L'immobilier, on ne sait jamais si c'est entre perfusion ou matraque fiscale, je pense qu'il y a un peu des deux. En tout cas, on a souvent accusé les promoteurs d'être sous perfusion fiscale avec le dispositif Pinel, l'Eurobien, etc., enfin du nom des ministres. Est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce qu'il faut? Ou est-ce qu'au contraire, la lisibilité qu'a laissé entendre Julien de Normandie tout à l'heure, en disant « je vous garantis que le dispositif ne sera pas remis en cause », enfin pas totalement, si on laisse à part le zonage, sur la mandature présidentielle, est-ce que ça donne de la visibilité et de la lisibilité pour les promoteurs? Autrement dit, est-ce qu'il faut qu'après le Pinel, on fasse un Pinel 2? Alors je vais répondre à la question pour ne pas échapper, mais je reviendrai au sujet qui n'est pas le sujet de la fiscalité quand même. Est-ce qu'il y a une perfusion des promoteurs ou une perfusion de l'État du logement vers l'État? Très sincèrement, mathématiquement, c'est une perfusion du logement vers l'État. C'est sans conteste. Il y a 74 milliards de prélèvements et quelque chose comme 35 milliards d'aides. Donc forcément, l'État est gagnant de 30 milliards chaque année et mathématiquement, c'est vrai. Pour autant, c'est pas hyper choquant. C'est pas hyper choquant que pour faire un budget, l'État doive aussi prendre de l'argent pour le redistribuer dans des écoles, dans la défense. Donc je suis pas hyper choqué par ça, donc c'est pas grave. Mais je dirais qu'en fait les dispositifs, ce n'est autre qu'un marketing fiscal pour intéresser des gens à investir dans la pierre, parce que si on ne le faisait pas, entre effectivement la TVA, la taxe foncière qui semble augmenter, les prélèvements, les taxes d'aménagement qui ont été multipliées par 3 dans les collectivités ces 15 dernières années, eh bien, effectivement, eh bien, les gens s'intéresseraient un peu moins au logement. Et si ils n'ont pas une rentabilité financière suffisante, eh bien, c'est très simple, hein, ils font autre chose que du logement. Et ne faisant pas que du logement, si on parle du Pinel locatif, ça fait un peu moins de logements à la location, et un peu moins de logements à la location, ça fait monter les loyers. Je reviens, je crois que tant que l'État n'est pas capable d'être plus frugal dans sa ponction sur le logement, on sera obligé d'inventer des dispositifs de marketing fiscaux pour intéresser les gens à acheter de la pierre pour compenser la ponction qu'on fait de l'autre côté. Donc si vous saignez d'un côté, effectivement, il faut perfuser de l'autre, sinon il y a un problème à terme. Sinon on devient tout pareil. Juste une chose, je reviens sur le sujet de la hausse des prix. Bien sûr que si, plus d'offres, ça fait baisser les prix. Simplement, le fait que moi je construise à Roissy-en-Brie 1000 logements, comme je vais le faire bientôt, ne fait pas baisser les prix de la place Saint-Sulpice. C'est tout simplement ça. Mais si je double le nombre de logements place Saint-Sulpice, bien évidemment, il baisse. Est-ce que vous avez une idée de combien, puisque ça fascine tout le monde, ces transactions-là, dans le centre-ville de Paris, combien il y a dans Paris chaque année de transactions de plus de 3 millions d'euros? Puisqu'en fait, ces appartements-là, de 120 mètres carrés, à 25 000 € le mètre carré qui fascine tout le monde, 3 millions d'euros, vous savez combien il y a de transactions? 100. Donc on parle d'un marché de 100 logements. Donc forcément, quand il y a le Brexit, quand il y a le Moyen-Orient qui s'intéresse à nous, et qu'au lieu d'avoir 100 acheteurs habituellement, il y en a 150, c'est-à-dire 50 de plus, ça fait monter les prix, mais parce que c'est un marché de niche. Et pour ceux d'entre vous qui étaient en activité, comme moi je l'étais, entre 91 et 96, mais là où ça a le plus baissé, c'est là où ça avait monté le plus. Donc la démonstration, excusez-moi monsieur Timbaud, elle marche dans l'autre sens. Et à Toulouse, où je vendais à 9 000 francs le mètre carré, c'est passé à 8 500. Ça a beaucoup baissé. Mais à Place Saint-Sulpice et Avenue Foch, les prix ont été divisés par 2. Donc, il ne faut pas aller trop vite, parce que c'est petit marché, c'est tout petit marché. Oui, vous pouvez vérifier, entre 91 et 96.
Pas de débat à l'intérieur Entre du débat. Allez, Donc, ce que je veux dire, c'est que bien évidemment que l'offre ça a une commence en influence. 97 les statistiques. Mais l'offre, elle n'est Après pas la purge. globale. L'offre, elle est localisée. L'offre, elle est localisée. Je reviens sur la fiscalité parce qu'il y en a un qui s'est pas embarrassé de marketing, c'est Romain Rivaton et qui a des propositions assez disruptives, comme on dit poliment, sur la fiscalité. Quelle est un petit peu l'idée, notamment sous-jacente, de l'impôt personnel immobilier? Non, mais l'idée derrière est que ce choc d'offres, il peut fonctionner. J'ai un exemple, d'ailleurs un micro-exemple, pour pouvoir étudier en microéconomie, c'est à Melun. Melun, il y a une surproduction de logement depuis quelques années. Les prix dans l'ancien ont fait moins 5% sur les 5 dernières années. Donc à étudier, mais on pourrait voir qu'effectivement, plus d'offres, ça a tendance à réduire les prix sur l'ancien. Le point, c'est de se dire, effectivement, on veut tous ce choc d'offres et personne n'en veut en fait. C'est-à-dire que même si j'ai bien apprécié ta proposition de bâtir une tour sur l'île de la Cité, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de riverains qui t'accompagnent dans ce combat noble et valeureux. Et la réalité est qu'aujourd'hui, à un moment où en fait on crée de plus en plus de micro-démocratie, c'est-à-dire qu'on descend la composante démocratique dans nos sociétés, bah, en fait on crée de plus en plus de résistance à la construction de nouveaux objets. Et ça c'est évident, c'est prouvé de partout. Plus aujourd'hui on donne des pouvoirs d'urbanisme au micro-échelon, au quartier, moins on construit. Le meilleur exemple c'est San Francisco, où le pouvoir d'urbanisme est tenu main et pieds moins liés par les districts de quartier et la ville ne construit rien, absolument rien. Donc c'est un vrai sujet, donc on veut tous un choc d'offres, la réalité est qu'on ne le fera pas. Donc la deuxième proposition, c'est de dire comment on fait pour faire baisser les prix sur le marché de l'ancien sans un choc d'offres qui arrivera de manière forte et déterminée, à moins que tout d'un coup on fasse machine arrière sur ce mouvement de démocratisation de la décision d'urbanisme qui a des vrais méfaits sur le moyen terme. L'idée c'est de se dire aujourd'hui, un peu dans l'esprit de ce que vous proposiez, c'est de se dire qu'il y a une accumulation patrimoniale qui est extrêmement forte, qui se dirige vers des générations qui ont fait de l'acquisition, et le but c'est pas de montrer du doigt des gens et de pointer du doigt, c'est de dire qu'il y a des réalités patrimoniales qui se sont exercées, qu'il y a des plus-values latentes qui sont extrêmement considérables et qui ne sont pas matérialisées et qui conduisent à deux choses. On a parlé de la vacance à Paris, on est sur une vacances plus résidence secondaire qui fait aujourd'hui 15 points. Il y a une sous-utilisation d'un certain nombre de grands appartements à Paris. Je vous invite à regarder les fenêtres fermées dans des grandes rues haussmanniennes, le nombre d'appartements qui ont des fenêtres fermées toute la journée pendant du mois d'avril à du mois d'octobre. Vous serez très surpris de voir la sous-utilisation. Et pourquoi on a cette sous-utilisation? C'est parce qu'en fait, c'est de l'économie bête et méchante, mais quand en fait on est en situation de faible coût de stockage, on peut stocker des produits. Donc là, on peut stocker de l'immobilier. Donc on peut stocker de l'immobilier parce que le coût de stockage de l'immobilier, la taxe foncière, en fait, de manière très prosaïque, est très faible comparée à la valeur de ces biens. Et donc l'idée d'un impôt personnel immobilier, mais en fait c'est une taxe foncière renforcée, c'est de dire qu'on n'a plus une taxe foncière sur des bases locatives qui ont été calculées il y a très très longtemps et qui ne représentent absolument pas la réalité. On a une taxe foncière qui s'applique sur des valeurs de marché, voire même des valeurs de marché diminuées de la dette pour encourager les nouveaux acquéreurs, ceux qui ont souffert, qui ont acheté au vrai prix de marché, à avoir une petite incitation et à éviter de payer une taxe foncière extrêmement forte au départ. Et donc on a des taxes foncières qui reflètent les coûts d'utilisation. Et des gens qui sont assis sur des grands appartements familiaux, qui bénéficient, qui sont parfois deux ou parfois célibataires, qui ont la chance d'avoir une plus-value latente très importante, c'est de les inviter à reconsidérer leur utilisation de leurs biens immobiliers. Alors c'est très dirigiste, sans aucun doute. Et donc voilà, je m'inscris dans les pleins travaux de l'OFCE, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important puisque ce choc d'offres, on n'y sera pas, on ne le fera pas parce que, encore une fois, c'est très compliqué de le faire. Et donc on doit avoir une vraie réflexion sur cette question d'une justice patrimoniale de l'immobilier qui n'est absolument pas le cas et qui aujourd'hui a tendance à exagérer les inégalités. D'où je viens, c'est-à-dire en banlieue de Saint-Etienne, les prix des pavillons sont en train de dégringoler de 5 à 10 points par an et la taxe foncière vaut 1,5 point. À Paris, c'est 0,1% de la valeur des biens. Chez moi, c'est 1,5% de la valeur des biens. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que les gens ont encore moins envie de devenir propriétaires, encore moins envie de s'installer dans ces zones-là. Et donc, ça crée des effets extrêmement vicieux. Pierre Madec, une réaction aux propositions de Robin Le Rouge? Je partage évidemment le diagnostic et les solutions, parce qu'on a écrit, nous, ça aussi à l'OFCE, l'idée de refonder la taxe foncière. D'autres chercheurs ont travaillé là-dessus aussi. Juste, ça pose quelques questions. Pour revenir juste rapidement sur la fiscalité immobilière, ce qui pose problème, c'est pas tant le niveau, c'est pas les 74 milliards de fiscalité immobilière, mais c'est la ventilation au sein de cette fiscalité. Il y a 2 tiers qui pèsent sur la détention, 1 tiers qui pèse sur les mutations d'investissement. On sait que, je n'ai jamais dit qu'un choc d'offre ne faisait pas baisser les prix, je dis que ce ne serait pas suffisant pour faire baisser les prix suffisamment dans les zones tendues. Si jamais il y a quelqu'un qui écrit nos propos, au moins que ce ne soit pas déformé. Mais donc un choc d'offre, ça sert, mais un choc d'offre de logement abordable. Et ce qu'il faut, si on veut construire plus de logements et qu'on veut faciliter la mobilité résidentielle, parce que ça a été dit,
l'un des problèmes de la France, c'est qu'on a une mobilité résidentielle qui baisse. Ce qui fournit du logement sur le marché chaque année, c'est pas la construction neuve, hein, c'est la mobilité résidentielle. C'est le fait que des gens qui sont dans le parc social vont dans le parc privé, qui sont dans le parc privé accèdent à la propriété, etc., etc. C'est ça qui fournit du logement et c'est ça qui permet de contenir la hausse des prix. Aujourd'hui, on a une mobilité résidentielle qui baisse et la fiscalité immobilière pèse sur la mobilité résidentielle. Donc, il faudrait transférer une partie de cette fiscalité immobilière qui aujourd'hui pèse sur l'investissement et les mutations sur la détention, au travers d'une taxe foncière rénovée, renforcée, on l'appelle comme on veut, mais c'est une solution. Ce que pose cette solution en termes d'interrogation, c'est la capacité contributive. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec, dans le centre de Paris, des gens qui sont en capacité de payer la taxe foncière uniquement s'ils ont un niveau de revenu très élevé, aujourd'hui on a une taxe très faible. Donc ça pose pas. Et ce qui fait le filtre pour arriver sur le marché immobilier, c'est pas tant la taxation que la valeur du bien. Si vous inversez la logique et que vous dites ah bah, ce qu'on va faire, c'est on va taxer très fortement les appartements dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième arrondissement, vous n'allez pas résoudre le problème. Donc ce qu'il faut, c'est en effet une taxe foncière renforcée, mais une taxe foncière qui prenne aussi en compte le niveau de revenu des gens, et donc inciter les ménages les plus modestes à payer une taxe foncière moindre que les autres pour revenir s'installer dans le cœur des villes. Donc une taxe foncière en effet renforcée, mais progressive aussi. L'étape d'après, c'est quoi? C'est d'un contrôle des prix? Je sais pas, une fois qu'on aura franchi cette étape déjà de refonte de la fiscalité locale, je pense qu'on sera déjà bien avancé. Contrôle des prix, pas forcément. C'est-à-dire, le contrôle de l'encadrement des loyers. Non, mais l'encadrement des loyers, par exemple. On peut défendre l'idée de l'encadrement des loyers. Moi, je suis plutôt un défenseur de cette idée-là. Après, on peut pas dire il faut encadrer tous les loyers de la même façon. C'est-à-dire que oui, encadrer les loyers du propriétaire qui est là depuis 15-20 ans, qui profite à la fois de la plus-value latente, comme on l'a vu de l'évolution des prix à Paris, qui a vu les loyers largement augmenter sur la période, qui a fini de rembourser son emprunt, qui paye une taxe foncière très faible. Lui, on peut peut-être lui dire, écoutez, s'aligner sur les loyers de marché à chaque fois qu'il y a un locataire qui revient dans votre logement, c'est peut-être un petit peu abusé. Après, l'investisseur qui arrive sur le marché, qui a des niveaux de prix très très élevés, des loyers encadrés et qui a donc un taux de rendement locatif instantané très faible, lui, si on lui dit il faut encadrer vos loyers, vous n'avez pas le droit de louer à plus de temps, ça pose problème. Parce qu'en effet, il ne viendra pas, on aura une érosion du marché locatif privé, ce qu'on voit aujourd'hui, et un transfert vers des locations meublées touristiques type Airbnb. Donc oui à l'encadrement sur un certain nombre d'abus, pas forcément une généralisation, et là encore, l'outil fiscal, il est intéressant. C'est-à-dire qu'une taxe foncière qui permettrait de prendre en compte le statut d'occupation de la personne, c'est-à-dire vous payez moins cher si vous mettez votre logement en location, vous payez moins cher si vous êtes endetté, que vous êtes encore endetté pour acheter un appartement que vous mettez en location sur un marché locatif tendu. L'outil fiscal, il permet de faire ça et de distinguer les différents types d'investisseurs. Jean-Philippe, sur le contrôle des prix et notamment sur les sorties de prix je serais des logements neufs. beaucoup plus enclin à contrôler les prix dans le neuf en échange d'ailleurs de foncier moins cher ou de constructibles beaucoup plus que les loyers. Parce que les loyers, ce n'est jamais que la conséquence du reste. Et en plus, cet encadrement des loyers, il me gêne parce qu'il y a un entre-soi en fait. Il y a un entre-soi, je veux dire, c'est on va encadrer et faire baisser les loyers de gens qui ont déjà un logement et plutôt sympa, au détriment de ceux qui l'attendent depuis des années et qui n'en ont pas de logement. Et donc ça m'embête un peu. Et par exemple, je ne sais pas si vous le savez, les loyers du dispositif Pinel, que vous connaissez, qui construisent des logements neufs avec des équipements, du service de l'isolation thermique, ils sont en dessous de l'encadrement des loyers de l'ancien. Donc ça veut dire que c'est impossible de construire de logements neufs dans le dispositif Pinel. Donc cet encadrement des loyers, je suis vraiment pas pour. Je reprends une idée tout à l'heure. Julien Normandie a dit la solution c'est dans les OFS. Pas facile à mettre en œuvre et pas facile aussi pour des ménages modestes d'accepter aussi de ne pas être pleinement propriétaire, parce que quand vous investissez toute une vie pendant 25 ans dans un crédit et qu'à la fin on vous dit vous n'êtes pas tout à fait propriétaire, ça pose un problème. Pour diviser par deux le prix du foncier, toujours la même idée, il suffit de construire 2 fois plus et d'encadrer à la fois le prix du foncier et le prix de sortie des promoteurs. Donc je suis pour un encadrement plutôt du prix de sortie de la construction neuve que l'encadrement des loyers des logements anciens qui sont déjà là et qui fournissent à des gens qui ont déjà un logement. Et je ne suis pas comme Robin, je suis pas fataliste sur la nature humaine.
Bien sûr que, principe anglais, not in my backyard, c'est-à-dire je ne veux pas que ça se construise à côté de chez moi. Donc plus tu localises la décision de construire, plus forcément celui, et peut-être moi, dans le 2e arrondissement, j'aurais pas envie d'avoir un truc. D'accord ? Mais en fait, il y a quelque chose, le principe du contrat social de Rousseau, c'est pas une superposition, une addition des intérêts généraux. C'est que les intérêts particuliers doivent se soumettre à l'intérêt général. Et je vous prédis que si on ne construit pas, qu'on ne ramène pas vers le centre-ville, dans la hauteur, qu'on n'inclut pas de manière intelligente toutes les origines sociales, ethniques dans nos villes et proches du centre-ville, proches de l'éducation, de la culture et des transports, je vous prédis que dans 10 ans, les futurs gilets jaunes, ils ne reviendront pas aussi gentiment sur les Champs-Élysées. Et donc c'est notre responsabilité dans la salle, parce qu'on est des décideurs, on peut décider de faire demain, eh bien, d'inverser cette logique, peut-être électoraliste, on est à 6 mois des élections, peut-être pour ça que Julien aussi n'a pas abordé le sujet, même si je sais que ça la préoccupe, mais si on ne change pas l'urbanisme, aujourd'hui, et ça a des conséquences, et ça le problème, à 15 ou 20 ans, elles ne sont pas immédiates, je vous prédis qu'on aura de très très gros problèmes sociaux en France. Dernier thème, juste sur le foncier, peut-être Romain, tu voulais réagir, et puis on va passer à la 2e table ronde. Alors, pas tellement sur le foncier, en fait, c'était plus sur les outils. On parle de la politique de l'État depuis tout à l'heure, on parle de beaucoup d'argent, d'argent dépensé. L'État a une vision quasi nulle avec ses outils sur l'état du logement en France, avec un problème de base de données qui n'est pas du tout à jour, avec des données qui sont éparpillées entre le ministère, avec des ministères. Donc il y a un besoin aussi, avant même de parler de grandes dépenses de milliards dans des dispositifs, il y a un besoin d'avoir des bases de données beaucoup plus précises. On parlait tout à l'heure de zonage, on parlait de questions de mettre des plafonnements de loyer. Ça peut être des dispositifs, mais c'est très compliqué de les faire tourner à l'échelle d'une ville, même à l'échelle d'un arrondissement. Et il devrait y avoir des choses beaucoup plus fines, et c'est possible. Aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui sont totalement impossibles à mettre en œuvre, mais ça demande un petit peu d'investissement, beaucoup moins cher que le Pinel, pour avoir des outils beaucoup plus précis, qui permettent par exemple d'avoir une base de données logement et non pas une base avec des éléments logement qui sont rattachés à des contribuables, et ainsi de suite. Et je pense qu'on a un vrai travail au sein de l'État. On parlait de refonder, de réformer. Je pense que là, il y a un vrai investissement utile. Merci beaucoup. Merci messieurs. On peut les applaudir.